Je vais aussi me donner ma part de rêve avant de donner la parole à la salle. Ma part de rêve, et puis ça partira du MOOC. D'abord, mon rêve en tant qu'enseignant, quand même, c'est qu'à travers la digitalisation, et grâce aux deux MOOC, avec Leslie Huin qui est dans la salle, on accède à 12 000 apprenants par an au travers des deux MOOC, sur un sujet ardu, spécialisé, avec des apprenants du monde entier, donc en langue francophone, c'est un peu ce qui nous relie. Je ne pouvais absolument pas imaginer cela quand j'ai commencé ma carrière il y a 12 ans. Donc là, on voit bien quelque chose qui détruit complètement, ce que je disais tout à l'heure et ce qu'on disait tous, qui détruit complètement la distance, qui détruit complètement le temps, enfin qui le change complètement, qui le chamboule complètement. On est un peu, toute proportion gardée, dans la Twilight Zone. Hein, il y a plus les notions de temporalité et les notions géographiques ne sont plus du tout les mêmes, et à mon avis ne seront plus jamais les mêmes sur notre petite planète. Et puis en termes de frein, puis je repartirai par rapport à ce que vous avez dit tout à l'heure, il nous est arrivé, je vais vous donner une petite anecdote qui nous est arrivée cette année dans le MOOC Pilot Pro. Donc on avait un atelier sur la réingénierie des processus, évidemment, et on demandait aux MOOCers de faire la réingénierie d'un processus et de justifier cette réingénierie, pourquoi ils la faisaient. Et derrière, il y avait un système, comme beaucoup dans notre MOOC, un système de jugement par les pairs, c'est-à-dire que ce sont les personnes qui participent qui jugent les travaux de 3 ou 4 autres personnes. Et on a eu des plaintes par une personne qui a très bien fait l'exercice, donc qui a fait un premier modèle, qui a dit « moi j'ai tel et tel objectif », qui a fait le processus cible et qui a justifié derrière en disant là où il me fallait 2 postes, j'en avais besoin que plus d'un. Et il a été saqué par un certain nombre de personnes. C'est-à-dire que vous ne pouvez pas mettre comme objectif, vous vous rendez compte, il a été quasiment traité de tueur social tout de suite, etc. Sachant que quand même le MOOC, notre MOOC est un MOOC sur les aspects efficacité, efficience, mais aussi qualité, qualité du relationnel, etc. Enfin, il y a tout un tas de choses. Certes, à des moments, l'efficacité, la productivité fait qu'on peut passer, mais en tout cas, voilà, une anecdote un petit peu qui nous a chaud, qui nous a un peu... et malheureusement, d'ailleurs, par rapport au système de notes, on peut rien faire. Mais ces systèmes, c'est aussi le problème des systèmes par les pairs. Cette personne a eu des bonnes notes par d'autres, c'est pour ça qu'on fait juger les travaux par plusieurs personnes. Donc voilà, le rêve d'un côté, puis d'un autre côté, ça nous rattrape. Oui, alors ça fait beaucoup penser aussi au domaine de l'industrie avec le niveau de robotisation sur les chaînes notamment. Et je crois que c'est les Allemands qui ont beaucoup automatisé en fait leur chaîne de production et qui finalement se portent plutôt très bien en termes d'emploi, je dirais, dans le monde industriel. Moi, je rajouterais qu'il ne faut pas avoir peur. Parce qu'effectivement, il y a forcément, suite effectivement à cette évolution, qui est une évolution qui technologiquement est inéluctable. Je veux dire qu'on ne peut pas mettre un barrage sur le Pacifique. Donc par conséquent, il va y avoir des transformations, des changements de métiers, des métiers qui vont évoluer. Et c'est pourquoi j'avais fait ma petite saillie sur les fabricants de rigidité dans le contexte sociopolitique où nous évoluons. C'est que le meilleur moyen, effectivement, de tirer parti d'un point de vue social et politique, finalement, de la numérisation, c'est-à-dire d'être capable, effectivement, de générer de la recherche et des emplois avec, c'est de ne pas s'accrocher maladivement à certaines choses qui doivent évoluer, et au contraire à se lancer sur les compétences dont on a besoin. Moi, j'ai besoin de compétences chez Renault Consulting, que vous citiez tout à l'heure, vous citiez que je présidais Renault Nissan Consulting, qui est une entreprise qui fait de l'excellence opérationnelle, c'est-à-dire qui va effectivement aller regarder les processus des métiers de nos clients
pour pouvoir proposer des évolutions. Par construction, il va y avoir des évolutions. Par construction, on va retravailler à partir du processus métier, des processus métiers. Mais on a vraiment besoin d'un tas de choses nouvelles qui arrivent, en particulier ces métiers autour du numérique, autour des données, autour du projet agile. On a besoin de compétences qu'aujourd'hui on n'a pas. Donc je pense que c'est important de bien réaliser qu'au cours de notre carrière, au cours de la carrière des générations Y, Z, machin, là, qui arrivent actuellement ils vont faire 4-5 métiers différents. Donc c'est comme ça fait partie de la vie, ça fait partie de leur contexte. Donc il ne faut pas châtier le malheureux là, qui a optimisé son processus. C'est pas les enseignants. J'ai bien compris, c'était ses pairs. Ça me rend d'ailleurs, ça rend ça rend la pédagogie impérieuse vis-à-vis de ces gens-là. Mais parce qu'effectivement, ils entendent les discoureurs professionnels. Enfin, je ne vais pas revenir là-dessus. Je vais juste faire une petite anecdote. Donc, je suis chargé de ce genre de choses, d'ailleurs avec monsieur le vice-président au numérique et au DSI, de faire donc l'analyse des processus et l'optimisation des processus de l'Université Lyon 3. Et donc, par exemple, une des dernières choses qu'on a faites, c'est qu'on a totalement dématérialisé le dossier de candidature des vacataires enseignants. 3000 personnes quand même par an à Lyon 3. Il y a plus de vacataires que d'enseignants titulaires à l'université Lyon 3. Et une des craintes évidemment des personnes qui géraient cela sous format d'horribles dossiers papier pénibles qu'il y avait encore l'an dernier, c'était évidemment de perdre leur emploi. Et qu'est-ce qu'on a fait ? Eh bien, on est toujours à 2 personnes. Il y a toujours 2 personnes. D'abord, on a renforcé la maîtrise en termes de contrôle, puisqu'avec le numérique, ça nous permet de beaucoup mieux contrôler, de faire en sorte qu'on n'ait pas des arriérés avec des personnes qui n'auraient pas dû, parce qu'on n'a pas le droit de le faire, par exemple d'un point de vue de la réglementation, qu'on n'avait pas le droit d'employer, etc. Et pour aider les personnes à préparer leurs dossiers, etc., elles font beaucoup plus de relationnel. Là où elles n'avaient absolument pas le temps, où elles étaient sur des tâches, excusez-moi, mais très répétitives, très pénibles, etc., elles ont un rapport à leur travail beaucoup moins stressé, plus productif d'un point de vue de l'organisation, et vraiment un bonheur au travail de ces 2 personnes qui a été fortement augmenté. Donc même si ce n'est pas qu'une question de trouver, parce que je sais que quand vous dites « je trouve les compétences », etc., il y a des gens qui nous disent « mais moi je ne les ai pas, et on va aller chercher un petit jeune ». Et donc je vais me faire... Mais ce n'est pas obligatoirement vrai. C'est pas obligatoirement vrai. Oui, donc c'était un peu sur cet aspect que je voulais intervenir aussi. Après, il faut bien voir que la digitalisation des processus, elle peut conduire effectivement à diminuer le nombre de ressources humaines affectées au processus, et c'est justement une opportunité de réaffecter des personnes sur des postes où il y aura plus de plus-value dans les activités, et ça peut être aussi dans l'intérêt des personnes, et on le voit bien actuellement avec certains projets dans notre université. Donc au contraire, il faut voir ça peut créer un flux de mobilité des personnes au sein de la structure professionnelle, et qui peut être tout à fait intéressant pour elles. Alors, ce qui est un petit peu paradoxal, c'est que finalement, la digitalisation des processus, elle peut être liée à des raisons qui font qu'elle est subie ou qu'elle est voulue. Ça peut être une stratégie. Donc à ce moment-là, c'est voulu. On décide stratégiquement d'aller vers des formes de digitalisation de certains processus, avec toutes les remises en cause de l'organisation qui peuvent aller avec. Mais finalement, ce qui nous fait le plus avancer, c'est ce qui est subi. Et en particulier, pour concrétiser ces propos, nous sommes actuellement au niveau des établissements d'enseignement supérieur et de recherche dans des délais extrêmement contraints d'évolution réglementaire. Donc là, on n'a pas le choix, il y a une date butée. Et en particulier, nous devons refondre l'intégralité des processus de gestion budgétaire et comptable dans le cadre d'un projet qui s'appelle la GBCP, donc la nouvelle gestion budgétaire et comptable publique. Alors ça, c'est finalement un levier parce qu'on n'a pas le choix. On est obligé de le faire pour le 1er janvier 2017. Et ça nous oblige à revoir le système d'information en profondeur, ça nous oblige à revoir l'organisation en profondeur et à la transversaliser beaucoup plus. Et ça nous oblige
à revoir également les processus métiers eux-mêmes, jusque, je dirais, depuis le plus haut, de la gouvernance de l'université, jusqu'à nos gestionnaires administratifs. Et finalement, on se rend compte que ces projets où on est obligé de le faire dans un temps très contraint, c'est ce qui nous aide aussi à acquérir l'expérience sur la conduite de ce type de transformation. On a également un autre projet qui est dans les mêmes échéances, donc début 2017, c'est l'obligation pour les établissements publics de dématérialiser la gestion de la facturation. Voilà. Donc ça paraît rien dit comme ça. Je peux vous dire que c'est extrêmement lourd en termes, là encore, d'évolution de processus, d'organisation et de systèmes d'information. Donc la digitalisation, on ira, contraint ou forcé, mais je crois qu'il vaut mieux y aller volontairement.